Bonjour à tous, moi c'est Flo, bienvenue dans la prépa. Aujourd'hui, épisode un peu spécial, on va parler de ma Swiss Peak, on va parler de la course en elle-même et on va débriefer un peu tout ça ensemble. C'est un épisode un peu spécial parce que ça marque aussi sans doute la fin de cette saison pour le podcast. Donc je voulais un peu marquer le coup et faire ça en vidéo. On va parler évidemment de la Swiss Peak, on va parler de ce qui s'est passé un petit peu avant parce que ça a son importance dans ce qui s'est passé pendant la course. On va également voir un petit peu comment je me suis débrouillé au niveau matériel, au niveau nutrition, et on va un petit peu voir comment j'ai eu ce processus de réflexion pour les préparatifs de course et vous expliquer un peu évidemment comment ça s'est passé. Donc 10 jours avant, on est parti à Chamonix pour la semaine de l'UTMB. J'étais avec Will, que vous connaissez peut-être si vous avez écouté l'épisode sur la Wildstrubel l'année passée. Donc Will, c'est un ami qui s'était lancé le gros défi de faire la TDS. La TDS, c'est quoi ? C'est sur les traces du duc de Savoie. Donc c'est une des courses qui fait partie de l'UTMB, pendant la semaine de l'UTMB, qui fait 148 km et 9200 mètres de dénivelé positif. Il faut savoir que c'est considéré comme plus technique que l'UTMB dans le sens où le ratio dénivelé positif et distance est beaucoup plus important, mais aussi parce qu'au niveau des terrains, en fait, c'est relativement technique par rapport à l'UTMB qui est considéré plus roulant avec des portions, on va dire, on peut courir plus longtemps. Cette semaine-là, j'avais pris congé évidemment pour partir avec lui et faire son assistance du lundi 23h30 à 23h50 à mercredi, du coup, ce qui était prévu dans le plan de course. Et je m'étais dit que j'allais en profiter pour quand même aller faire quelques sorties sur place pour déjà un petit peu me remettre la montagne en tête et puis aussi pour vraiment tester un petit peu ma forme dans les conditions réelles, on va dire. Et donc le lundi, on est arrivé le dimanche, on allait faire un petit décrassage. Lui, il a fait une petite activation, moi j'ai fait une quinzaine de kilomètres, monter, descendre. Nickel, je sentais que mes jambes répondaient bien malgré le dernier mois qui a été compliqué au niveau fatigue, au niveau nutrition. Et à ce moment-là, je me suis dit ok, c'est cool, donc le lundi, je vais partir faire une séance un peu plus longue et avec un peu plus de dénivelé et vraiment me mettre mes dernières semaines de volume en soi. Et donc je suis parti pour faire une vingtaine de kilomètres et 1500 de D+. Et en fait, je testais aussi les nouvelles Oka Tectonics 3 que j'avais achetées sur le site, qui sont tout bonnement incroyables. Mais voilà, mon pied, j'avais pas encore la proprioception avec la chaussure, donc c'était un petit peu risqué. Et évidemment, j'ai pas mis de tape. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'en descente, ma cheville est partie une première fois. La première fois, c'était léger. J'ai pas eu vraiment le geste technique contact malléole au sol. Donc la première fois, c'était léger. Et après, dans une plus grande vitesse, à un moment donné, sur une épingle, je pose le pied sur un caillou en descendant une grande marche. Et là, elle roule complètement et je me fais vraiment mal. Et là, évidemment, il y a l'adrénaline qui monte, il y a beaucoup de choses qui se passent dans ma tête parce que je suis à 10 jours de mon objectif. La première chose que je pense à faire, c'est protéger ma cheville. Donc je descends, tant bien que mal. J'arrive à l'Airbnb et je tape, je compresse. Je fais vraiment ce que je dois faire. Malheureusement, je ne peux pas faire beaucoup plus à part mobiliser la cheville, c'est-à-dire essayer de garder le plus de mobilité en faisant des mouvements circulaires pour justement essayer que l'œdème ne réduise pas ma mobilité de cheville. Et donc se passe l'assistance de la course qui se passe très bien, voilà. Encore félicitations à lui, il termine une course qui est incroyablement difficile et avec énormément de courage parce qu'il fallait du courage vu certains passages. Et il fallait de la volonté aussi pour repartir sur la deuxième nuit, parce que tu démarres de nuit et tu as d'office une deuxième nuit dans le lot. Donc voilà, c'était impressionnant. Et vivre ça dans l'assistance, c'était aussi un bon exercice mental, un bon exercice de préparation mentale pour moi par après.
Ça m'a aussi rassuré sur le parcours que j'avais pris au niveau du coaching et ce que j'ai envie d'amener avec ça. Donc voilà, pour moi, c'était une confirmation de plein de trucs et c'était une très belle expérience. Donc la course passe, on dort un peu. Le lendemain, je décide quand même, malgré tout, d'aller refaire une sortie. Donc il me parle du col du Tricot et de la descente qui suivait derrière, qui était vraiment très difficile pour eux, surtout après 120 km. Donc je pars, ce jour-là, il fait plein soleil, il fait magnifique. En montée, j'ai absolument aucun souci avec ma cheville. Et là, en descente, je sens que ça va, j'ai le tape, donc j'ai au niveau proprioception, je sens que je suis à l'aise, qu'elle ne va pas partir. Et je finis sur une sortie d'environ 4h40, donc je fais 30 bornes et 2000 de D+, je pense. Et en fait, les sensations sont bonnes, j'ai juste une légère gêne au niveau du tibial postérieur, donc c'est le tendon qui passe à l'intérieur de la cheville. Et là, je me dis, ok, bon, maintenant je dois être très conservateur. On est à une semaine de la course et je peux plus faire le con. Donc je décide de vraiment me reposer à fond et juste continuer ce que je dois faire, c'est-à-dire mobilité de la cheville, essayer de renforcer un petit peu tant bien que mal, sans justement générer de douleur ou générer un stress trop important. Et je prends un pari, quoi. Nous arrivons donc jour J de la course. Alors, faut savoir que je suis parti avec une assistance incroyable. Je suis parti avec Sixtine, avec Pauline, avec Alison et avec Edouard, qui ont été vraiment incroyables. Donc, ils ont pris en charge une énorme partie de l'organisation. Ils ont suivi tout à la lettre. Ils ont été impeccables tout le long et je vous expliquerai pourquoi. Et voilà, ça a été vraiment la Dream Team. Je ne pouvais pas avoir mieux comme assistance avec des personnes qui de base n'ont pas forcément déjà fait ça dans leur vie et qui se sont vraiment donné corps et âme pour faire ça. Ça, c'est quelque chose sur lequel je vais insister beaucoup, je pense, dans le récit de la course. Donc le départ était à 8h30 à Fin-Haut, au barrage de Fin-Haut. On y est pour 7h30 environ. Au niveau nutrition, etc., j'avais fait une bonne recharge, un bon rebond glucidique. Donc au niveau énergie, de base, je me sentais très en forme. Mon sommeil avait été relativement correct. La semaine de la course, en fait, j'ai dormi plus que d'habitude. Je me suis forcé à faire des siestes aussi pour essayer de quelque part un peu combler le manque de sommeil que j'avais eu les semaines précédentes. Donc la veille de la course, enfin vraiment le jour J de la course, je me sens vraiment très bien. On a beaucoup de chance parce que la veille de la course, il a plu toute la journée. Donc les gens qui étaient sur le 100 miles, ils ont pris vraiment tarif. Et nous, on avait plein soleil. Donc c'était un petit peu couvert, mais ça allait être plein soleil pour le reste de la journée. Donc le départ est à 8h30. J'arrive à rester relativement serein, j'arrive à rester dans un contrôle de l'excitation. Je me dis aussi que c'est un grand pari ce que je suis en train de faire parce que cette cheville elle est pas stable, elle est pas réparée. Évidemment j'ai fait un tape bien serré. Avant de partir, je décide de partir avec les Hoka Speedgoat 6 et pas avec les Tectonix 3 pour une question de stabilité parce que la nouvelle mousse sur les Tectonix 3 c'est quand même beaucoup moins stable. Et vu qu'apparemment ça allait être très technique la première partie, je m'étais dit je mets les Speedgoat première partie de la course et deuxième partie je mettrai les Tectonix pour avoir un peu ce côté relance et dynamique de la chaussure et aussi avoir un petit peu du soulagement au niveau des pieds. Donc la course démarre, 8h30. La première partie de la course, on part sur 8,7 km et on part pour 1400 mètres de D+, vers le col de Fenestral. Et là, tout se passe super bien. Je sens que mes jambes réagissent comme elles doivent le faire. En montée, j'ai un bon tempo, je me crame pas du tout. Au niveau de la nutrition, évidemment, on est en début de course, donc tout passe très bien. J'ai pas de soucis, j'ai bien été aux toilettes avant, c'est quand même un bon indicateur aussi. Et en fait, c'est à partir de ce col que tout va basculer. Je fais à peu près 5-10 minutes où on se retrouve sur un plan vraiment très technique, où en fait, il n'y a pas vraiment de chemin. C'est des gros rochers, parfois, il faut un peu escalader, parfois, il faut se tenir pour descendre, etc. Et en fait, à un moment donné, je vois pas où je mets le pied. Et ma cheville part directement. Et là, en fait, c'est pas juste partir, j'entends le crack, je sens le crack. Et je sais que là, par contre, c'est foutu, quoi. Je hurle de douleur, je hurle de frustration. Je vois tout s'effondrer, en fait, à ce moment-là. Il y a des gens qui s'arrêtent, ils me demandent si ça va. Je dis oui, ça va aller. J'ai besoin, à ce moment-là, en fait, de juste, laissez-moi tranquille, j'ai besoin de gérer le truc. Tant bien que mal, j'essaie de mettre un pied devant l'autre, avec une douleur qui est
7, 8 sur 10. Et je marche et voilà, et là, il y a un truc de frustration vraiment intense qui se passe. Je me dis, c'est pas possible en fait. Je peux pas avoir sacrifié 6 mois de ma vie. Je peux pas avoir pris autant de temps pour préparer ça. Je peux pas décevoir les gens qui sont là, qui sont venus, qui ont fait le voyage pour moi, qui ont pris des congés pour moi aussi. Je peux pas, je peux pas. Et donc s'entame la descente du col de Fenestral vers Salvan, la Creusat, où est le premier ravito, un peu avant le 14e kilomètre. Et dans la descente, tant bien que mal, qui est relativement technique en plus, voilà, j'arrive quand même à marcher. Sur le plat, j'arrive à plus ou moins trotter, mais voilà, on sent qu'il y a clairement il y a une gêne et je compense en fait, je boite. J'arrive à un moment dans mon esprit où je me dis, je vais pas leur dire au ravito et je vais quand même essayer parce que je peux pas ne pas essayer. Donc j'arrive au ravito, elles sont incroyables, elles foutent une ambiance de fou, des cloches, etc. Et là, elles me changent mon sac, donc elles me remettent mes flasques, elles me remettent mes compotes, tout ce que j'ai besoin au niveau nutrition. Et en fait, elle me demande si ça va, et là je dis ça va, mais je vous expliquerai plus tard. Et je repars sans trop stagner, sans trop rester. D'ailleurs, on voit sur une des vidéos qu'en fait j'ai un léger perte d'équilibre et un léger appui un peu instable sur ma cheville, qu'elles n'ont peut-être pas vu à ce moment-là, mais en tout cas, moi, quand je vois la vidéo, je le sais. Donc je repars, là je fais la connaissance d'une autre coureuse qui a vécu à Hong Kong, elle m'explique un peu sa vie et quelque part ça me sort un peu de ma tête aussi, qui est revenue ici en France, enfin là on est en Suisse mais elle est revenue en France. Pour elle c'était une évidence de venir vivre à la montagne. On discute, on fait un bout de chemin ensemble. À ce moment-là on arrive dans la déviation qui a été mise en place au départ de la course parce que à cause de la météo des derniers jours, il y a eu des changements au niveau du terrain et donc ça devenait dangereux certains passages, ils ont décidé de rediriger. Il faut savoir qu'en fait ça a quand même allongé la course de 10 km et de 600 mètres de D+, et environ 400 mètres de D-. Donc c'était pas rien sur une distance pareille. Maintenant au final on va se dire 10 km de plus sur 100 bornes, qu'est-ce que c'est ? C'est quand même 10% de plus en fait. C'était pas négligeable aussi, mais donc à ce moment-là je m'en rends pas encore trop compte et ça sera un peu plus tard dans la course où je vais m'en rendre compte. Donc on repart vers le col de Salanf. Là il y a un passage magnifique autour d'une cascade, il y a une très belle cascade. Et en fait, c'est que des escaliers qui montent. Ça s'arrête jamais. Ça me paraissait interminable, donc on est vraiment à la verticale. Et ça grimpe, et en fait, c'est assez marrant parce que tout le monde est un peu en mode introspection, en train de juste mettre un pied devant l'autre et personne parle. Et puis bon, c'est des escaliers, donc c'est un petit peu plus difficile. Là, je me suis dit dans ma tête, je suis trop content d'avoir fait ces séances d'escalier à la salle sur le stair climb pendant 1h30, 2 heures, plusieurs fois. Parce que en fait, clairement, ça me paraissait pas si pénible que ça. C'était juste un effort comme un autre, malgré la cheville. Mais à ce moment-là, en montée, je le sens pas. De toute façon, j'ai jamais vraiment senti la cheville en montée. C'était purement en descente. Et là, il y a une grosse compensation au niveau des quadriceps. Donc une fois qu'on a passé le col de Salanf, à partir de là, ça a été une descente en enfer. Enfin, déjà, à partir du moment où je me suis fait la cheville, mais à partir de là, ça a été vraiment... pour moi, le départ de la descente en enfer au niveau physique et au niveau mental. Après ce col, après la première descente, j'avais plus de quadriceps. Mes quadris étaient flingués, j'avais les vastes internes qui étaient durs comme du bois et je ne savais même plus me pencher vers l'avant pour essayer de rentrer dans la descente. J'étais tout le temps en compensation, en peur de ne pas avoir l'appui nécessaire et que ma cheville reparte. Et donc en fait, j'étais dans un stress permanent de juste perdre ma cheville et peut-être de me fracturer la malléole. Donc à partir de là, ça a été vraiment compliqué au niveau des quadriceps. Donc j'ai compensé comme j'ai pu. Et j'arrive à peu près à 5 heures de course, 6 heures de course au prochain ravito intégral où je revois enfin les filles. Et là, encore une fois, elles ont une méga bonne ambiance et ça me fait trop plaisir de les voir. En plus, il fait super beau, on a le soleil. Là, je me pose, je prends le temps de me poser parce que je sais que la portion après va être relativement longue jusqu'à Morgins. Et Morgins, c'est la base de vie et c'est dans ma tête à ce moment-là, au niveau de la gestion de la douleur, ce que je me dis, c'est il faut que tu tiennes jusque-là. Il faut que tu tiennes jusque-là, il faut que tu tiennes jusque Morgins, c'est ça l'objectif et tu dois pas avoir de plainte, tu dois pas râler avant ça. Je me le répète sans cesse, c'est constamment dans ma tête et en fait il y a une sorte de cloisonnement qui commence à se créer autour de la douleur dans le sens où oui mes quadriceps sont flingués, oui ma cheville est flinguée mais ma cheville je la sens pratiquement plus, je sais qu'elle est là parce que j'ai pas la stabilité mais au niveau de la douleur je la sens pratiquement plus.
Mes quadriceps me font un mal de chien. Je commence à avoir des échauffements au niveau des tendons sur les côtés des genoux parce que je compense alors que ça m'est jamais arrivé sur toute la période de préparation, même sur sortie longue. Donc là, je sais vraiment qu'il y a quelque chose qui fonctionne pas bien. J'arrive à ce fameux ravito. Là, encore une fois, elle gère très très bien. Sixtine vérifie que je mange tout. On fait des calculs mathématiques pour savoir si j'ai eu assez de glucides sur les heures. Pour expliquer un petit peu le plan nutrition, c'est composé sur une base de 70 grammes de glucides minimum par heure, avec 500 millilitres par heure au niveau de l'hydratation. Je suis parti que avec des produits NAC. Donc je suis parti avec le mix drink qui fait 55 grammes de glucides par flasque. On mixe ça dans 500 millilitres, donc ça nous fait boire 1 heure, on va dire. Et en supplément de ça, pour atteindre au moins les 70 grammes de glucides, je consommais une compote par heure, donc qui est de 26 grammes de glucides. Donc en fait, j'étais largement au-dessus de ce que je devais avoir, ce qui fait que si des fois je mangeais peut-être un petit peu moins, ou en tout cas plus espacé, tout s'équilibrait dans le plan. Mais au final, j'ai réussi à vraiment tenir au moins une compote et une flasque par heure, tout le long, sauf vers la fin, où ça devient toujours un peu plus compliqué parce qu'il y a aussi la fatigue qui s'accumule. Donc ça, c'était vraiment le plan. Et alors, quand on arrivait sur Ravito, j'ai pas consommé de produits sur Ravito. J'ai pris du coca, qui est valeur sûre pour moi. Et puis je sais qu'au niveau intestinal, le coca, ça m'aide aussi à garder tout, on va dire, correctement. Il y a juste par après, à la base de vie, où là j'ai mangé quelque chose de solide. Et pendant la nuit, j'ai mangé du bouillon, j'ai mangé des pâtes pour justement me réchauffer. Donc ça, j'expliquerai un peu après. Oui, je change de vêtements, je change de chaussettes. Je remets du NOC, de la crème anti-frottement partout. Et là, en me changeant et en changeant de chaussettes, je leur dis aussi que en fait, je dois leur avouer un truc. Je leur ai pas dit que je m'étais fait la cheville au 8e. Naturellement, elles me demandent ça va, et je leur dis je gère. Je suis en gestion depuis ce moment-là et je me dis oui, ça va. Malgré tout, parce qu'en fait, j'arrive à cloisonner mon esprit au niveau de la douleur. Et en fait, elles ont une réaction vraiment super pragmatique et pas émotionnelle en fait. Et du coup, la crainte que j'avais de leur dire à la base, d'avoir cette réaction très émotionnelle, très t'es sûr que ça va, t'es sûr que tu veux pas arrêter là, etc., etc. Elles ont pas eu du tout cette réaction-là. Elles m'ont laissé vraiment faire ma course. Elles m'ont laissé avec confiance. Et en fait, elles ont juste eu la réaction parfaite qui a été de me dire ok, là maintenant, ça c'est ça ta prochaine étape. Tu vas avoir ça, ça et ça. Il faut que tu manges ça, ça et ça va le faire. Et donc en fait, elles ont toujours eu cette réaction de me relancer en dehors du ravito, qui n'était pas dur, c'était pas militaire, c'était vraiment juste, mec, t'es là, tu sais ce que t'as à faire, tu le fais, et nous on est là pour t'aider à faire ce que t'as à faire, et on reste focus. Et ça a joué tellement sur mon mental. On arrivait encore à blaguer, elles avaient fait des t-shirts avec ma tête avec un bob sur un t-shirt où elles avaient marqué Go Flochana. Donc en fait là, je vais partir pour 20 km, 1 km vertical et un peu plus en dénivelé négatif jusque Morgins. La partie montée se passe très très bien. On arrive à Chopalin où en fait c'est une immense vallée, où c'est un domaine skiable, c'est magnifique. On voit le soleil qui commence à se coucher. On grimpe le dernier col avant de verser vers Morgins et on est sur un coucher de soleil qui est absolument... la vue est imprenable, c'est au niveau visuel, au niveau ressenti. On sent les dernières chaleurs de la lueur du jour et on voit un peu les gens rentrer dans ce truc où on se dit voilà, on va rentrer dans la nuit et ça va être une ambiance différente et la concentration qui va être aussi différente. Et là, on commence à descendre vers la base de vie, dans le noir, parce que voilà, il y a une grosse partie de la descente qui va se faire avec le soleil qui est déjà derrière la vallée en fait. Et donc on doit sortir les frontales et puis il y a une grande partie beaucoup plus roulante, environ 5 km où on peut courir. Et en fait c'est la première fois pendant la course où je peux vraiment courir, ce qui est assez étonnant d'ailleurs. Je pense que j'ai jamais eu une course aussi peu roulante. La première partie était horriblement technique dans le sens où les sentiers sont très techniques. C'est pas juste des bêtes chemins de gravel très plats, très monotones, non, c'est de la caillasse, c'est de la salade de cailloux. Il y a des parties, on est sur des crêtes, on est en flanc de crête et on
On doit désescalader en fait avec une corde ou avec une chaîne des grandes roches et ça, en fait, on s'expose à un risque assez important où on se retrouve après sur des portions qui ne sont pas plus grandes que ça et on n'a pas beaucoup d'espace pour naviguer. Ça, c'est une expérience que j'avais eue auparavant à Madère, mais jamais aussi longtemps et jamais dans des conditions aussi glissantes et aussi exposées. Donc ça a été aussi mentalement quelque chose à cloisonner parce que la peur ne peut pas prendre le dessus. L'exposition au danger ne peut pas générer une peur qui va prendre le dessus sur le reste, sinon en fait on n'avance plus et ça devient un enfer et il faut juste avancer. Il n'y a pas le choix, il faut avancer. Donc ça, c'est vrai que ça a été aussi une partie mentalement très difficile parce que le fait de ne pas avoir mon appui de cheville et d'avoir cette instabilité, j'étais vraiment pas sûr de moi, alors que d'habitude je suis pas casse-cou, je mesure le risque, mais je suis sûr de mes appuis, je suis sûr de ma dextérité, je suis sûr de ma capacité à naviguer, à réagir rapidement au cas où je glisse. J'ai déjà fait des chutes, évidemment, comme tout le monde, mais jamais rien de grave. Donc là, j'avais plus cette confiance, j'avais plus ça, et c'est pour ça que tout prenait beaucoup plus de temps, en fait, au final. Donc on arrive là, à la base de vie, et à la base de vie, il y a tout le monde, il y a tout le groupe, il y a Edouard. Il fait nuit, je rentre. Là, je me dis, ok, là, il faut que j'ai un changement. On est à 65 km, il faut que j'ai un changement de tout. Donc, je décide de changer de vêtements. Je vais me doucher brièvement, enfin, genre me rincer à l'eau chaude. Évidemment, il fait très froid dans la base de vie, donc je me mets à trembler. Je rentre pas en hypo, mais voilà, mon corps a besoin de se réchauffer, je mets une grosse doudoune, je mange solide, je mange du pain, du jambon, des protes. Le riz cantonais ne me chauffe pas plus que ça. Je sentais que ça, c'était pas la bonne idée au niveau nutrition. Et d'ailleurs, Sixtine, qui elle est diététicienne, me dit « Ouais, je suis pas chaud pour ce truc-là, si j'étais toi, je le ferais pas ». Donc on reste sur des aliments très neutres, mais qui changent des flasques, qui changent du sucré, qui changent de la compote. Je mange vraiment pas mal. J'arrive à me changer, je refais un tape, je remets de la crème partout. Au niveau sommeil, là je me pose la question, est-ce que je vais essayer de dormir ou pas pour entamer la nuit? La raison n'était pas physique, la raison est parce que de toute façon j'avais mal. La raison était plus mentale, en mode est-ce que je me donne un break mental pour repartir et justement être capable de subir ce qui restait à subir. Parce qu'à ce moment-là, j'étais pas dans une expérience type 2, à savoir... donc il y a 3 types de fun. Il y a le type fun, c'est cool, j'aime ce que je suis en train de faire et ça m'a procure du plaisir. Il y a type 2 où en fait on en chie et le plaisir vient après. Et il y a type 3 où en fait c'est pas fun et après ça sera pas fun non plus. Et là, je suis passé de type 2 à type 3 très rapidement quand même. Donc je me dis, ok, est-ce que je prends une demi-heure pour dormir ou pas? Et donc je refais le sac avec Sixtine, avec Pauline, elle s'interchange parce qu'il n'y a qu'une personne de l'assistance qui peut rentrer dans la base de vie. Donc à un moment donné, elle s'interchange les rôles. Moi, je prends un Monster. Donc je me dis, je vais prendre un gros Monster blanc, bien frais pour avoir un gros kick de caféine et d'énergie pour repartir pendant la nuit. Alors je sais qu'il y a des gens qui vont trouver ça complètement aberrant, un peu comme le Red Bull. Moi je pense que ça c'est chacun sa manière de faire. Et on voit bien que même le vainqueur de l'UTMB prend un Red Bull sur Ravito, donc à ce niveau-là, voilà. Je pense que tout peut fonctionner, ça dépend juste comment le corps est habitué par rapport à la nutrition. Et je décide de me poser une demi-heure dans le van avec le matelas. Je pose un bandeau sur mes yeux. J'essaye de dormir vraiment une demi-heure et donc l'équipe me laisse solo, ils mettent un chrono. Mais en fait la douleur dans mes jambes, dans mes pieds, dans ma cheville à ce moment-là du fait de ne pas bouger est telle que c'est impossible de dormir. La douleur me maintient éveillé. Là je rentre plus dans une fonction où je me dis je médite, donc tout le procédé de méditation, respiration, essayer de lâcher prise simplement. Et ça fonctionne. À une demi-heure pile, moi j'avais pas de chrono, mais une demi-heure pile, je sors du van, je remets mes affaires, je mets ma veste. Il fait très froid, évidemment j'étais au chaud dans un van, donc là je me retrouve de nouveau très froid à trembler. Et là toute l'équipe me réchauffe et me disent bon ok maintenant c'est la nuit, maintenant tu y vas, et ils me relancent. Et je repars bien, je suis confiant, je me dis mec t'as fait plus de la moitié. En principe, le plus dur est fait. Tout le monde t'a dit que la partie la plus technique, c'était la première moitié et qu'après, c'était plus facile.
Donc il n'y a plus qu'à. Et la première partie de la nuit se passe bien. J'arrive au premier ravito, qui est à Conches, qui est à 6 km et je crois 700 de D+, de la base de vie. Et là, je vais recroiser les filles où elles vont... voilà, ça se passe, je remets du nog, je blague encore, je suis encore assez bien dans la nuit. J'ai pas encore de coup de fatigue parce que ça fait... ça fait un peu moins de 20 heures que je cours, mais j'ai pas encore ce coup de fatigue là. Je suis à peu près à 15-16 heures de course à ce moment-là, 17 heures de course. Vient la partie après Conches, où là ça me paraît interminable. On va aller jusqu'au chalet du Blancet, qui est normalement au 75e kilomètre, mais avec les changements de programme, on est déjà plus vers 80. Et en fait là, j'arrive là et il y a un changement mental dans ma tête où en fait il y a énormément de choses qui se passent. Il y a la fatigue qui va entraîner une décharge émotionnelle. Je vais me retrouver seul sur le sentier pendant très longtemps. C'est une partie de 13 km, il y a beaucoup de démoins, on est sur de la crête qui est très technique. Et en fait, j'ai un moment de vie intense. J'ai tout ce qui s'est passé au niveau stress externe de ce dernier mois qui me revient en fait un peu dans la gueule au pire moment et j'arrive plus à cloisonner mon esprit en fait. Donc j'arrive plus à rester dans le flow et là je vais subir en fait chaque kilomètre jusqu'au ravito et ça va être très difficile et en fait j'arrive au ravito et je suis détruit mentalement. Alors physiquement ça c'est plus un secret, je l'étais déjà avant, mais mentalement là ça a lâché. Là les filles sont encore au top, elles me relancent, elles me donnent du baume au corps, elles vont me montrer aussi des messages de soutien. Voilà, elles vont me montrer des choses qui me remettent un peu du baume au cœur. Moi, émotionnellement, je me lâche, je craque devant elles. Je me mets à pleurer, quoi, parce que vraiment, j'ai un truc qui va pas. Et elles me remontent le moral, donc ça, c'est cool. Je prends un peu plus de temps que d'habitude sur ce ravito-là, parce que je sens bien qu'il me faut ça pour repartir. Là, je suis pas au bout de ma peine, parce que à ce moment-là, elles me disent « Écoute Flo, faut qu'on te dise un truc. Par contre, au prochain ravito, on sera pas là à temps. » En fait, elles ont mis 40 minutes pour monter jusque ce ravito-là. Et donc, ça veut dire à peu près la même chose pour redescendre, reprendre la voiture pendant 1 heure et remonter encore pendant 40 minutes. Et à ce moment-là, en fait, s'annonce 16 km avec 1 km vertical et 1200 mètres de D- jusque le 100e kilomètre, en fait, solo de nuit. Et j'étais pas prêt. Mais elles ont su me relancer. On s'est dit, de toute façon, t'as pas le choix, t'es là, t'as pas le choix. Il y a pas d'autre solution, il faut que t'avances. C'est comme ça, il faut que t'avances. Donc on refait le sac, je repars dans la nuit. Là, on monte beaucoup. Je mets beaucoup d'intensité parce que ça me réchauffe, parce que ça me fait penser à autre chose aussi. J'arrive sur une portion où en fait on doit monter on suit des remontées mécaniques de pistes de ski. J'entends un énorme bruit arrivant tout au-dessus. Je me retourne un peu pris de peur, pris de panique et je vois un type en train de ronfler contre un poteau. Là, il y a un truc un peu humoristique dans ma tête qui fait que c'est un switch. En fait, j'arrive un peu à passer à autre chose. Et on se retrouve à un passage où en fait on doit descendre et là on est sur une crête mais on s'en rend pas vraiment compte et je descends, je désescalade en fait en m'asseyant et je descends petit à petit et en fait c'est au moment où je tourne mon regard vers la droite avec la frontale que je me rends compte qu'en fait c'est le vide à côté de moi. Et là, j'ai une panique, une peur qui se met. Je me dis, mais bordel, t'es en plein milieu de la nuit, sur une crête, t'as pas de chaîne, t'as pas d'assistance, il y a personne devant toi, il y a personne derrière toi, en tout cas loin. Et j'ai vraiment l'adrénaline qui monte d'un coup. Et je me dis, ok, là, il faut que je refocus, il faut que j'arrive à re-rentrer dans le flow, il faut que j'arrive à faire en sorte que les kilomètres passent et que ça aille, quoi. Alors j'arrive à le faire jusqu'au ravito. Et au ravito, de nouveau, j'ai ce down. Je me pose, il y a un chauffage d'appoint, je me réchauffe. Je me dis, je vais changer de couche parce que ma couche en dessous, elle est quand même un peu humide et je sens que en fait, j'arrive pas à me réchauffer. Donc, je décide de mettre ma couche thermique pour avoir un peu plus chaud.
Je pense qu'il est 5 heures du matin à ce moment-là. J'arrive pas à manger suffisamment, donc je vais boire au maximum. Et je me dis, je vais quand même essayer de boire du bouillon aussi pour me réchauffer, avoir du salé, pour reset un petit peu mon estomac. À ce moment-là, je suis assis sur une chaise, je suis penché vers l'avant. Je me sens vraiment pas bien. Encore une fois, c'est la partie de la nuit. Je pensais pas que la nuit allait être si difficile. Et en fait, il y a un type qui prend une chaise, qui s'assoit en face de moi, qui se penche vers moi et qui me dit juste dis-moi ce qui va pas. Et en fait là je fonds en larmes, je lui explique le calvaire que je suis en train de vivre depuis le 9e kilomètre. Et je lui explique que je peux pas lâcher parce que j'ai trop investi, j'ai mis trop de choses dans cette course. Et là je suis en train de mettre même ma santé mentale dedans, donc je suis obligé d'y aller quoi. Et il me dit ok, donc il m'écoute. Il me dit maintenant, qu'est-ce que je peux faire pour toi ? Qu'est-ce que je peux faire pour t'apporter du confort ? Je lui dis, si tu peux m'aider avec mon sac, si tu peux m'aider à remplir mes flasques, voilà, juste me donner un coup de main à ce niveau-là. Il fait tout. Il change mes flasques, il me donne à manger. À ce moment-là, j'ai un peu le fait de me lâcher émotionnellement, j'ai un peu le regain en mode, ah ouais, ça serait bien si je mangeais quelque chose de solide, donc je vais manger des nouilles qu'il proposait à ce moment-là sur le ravito. Le bouillon, je mange ce que je peux manger, tout ce qui est toléré par mon système digestif à ce moment-là, je vais le prendre. Et il me dit, ok, maintenant, là il est telle heure, je crois qu'il était un peu plus de 5 heures du matin, dans 1 heure et demie, tu vas arriver au col, et c'est exactement le moment où le soleil il va se lever, et tu vas avoir un changement. À ce moment-là, tu vas rentrer dans une autre phase, donc tiens au moins jusque-là, quoi. Et il m'accompagne dehors. Là, je lui dis, il faut que j'aille aux toilettes, par contre, est-ce qu'il y a des toilettes ? Il me dit, oui, c'est là, donc il m'indique. Il fait extrêmement froid, je sors de la tente où j'étais à côté du chauffage d'appoint, je suis en train de trembler sur les toilettes, j'arrive pas du tout à me réchauffer, je me dis, il va falloir que je remette un coup en repartant, parce que sinon, je vais faire une hypothermie. Je reviens près de lui, il me redonne des mots, il me dit, mec, t'y es, quoi, t'as fait le plus gros, t'es à passer 90 km maintenant et t'as fait le plus gros, il n'y a plus qu'à. Je me dis, oui, de toute façon, j'ai pas le choix. Encore une fois, c'est les mêmes mots qui reviennent, c'est le même mantra, c'est mec, t'as pas le choix, fais-le, t'as pas le choix. Donc j'y retourne, je me gourre un peu de parcours, je vais tout droit au lieu de prendre à gauche à un moment donné, donc je fais un peu de jardinage, je vais faire 500 mètres de plus que prévu, et puis je me retrouve dans cette fameuse montée vers le col qui s'appelle le pas de Lovney, je pense. Et juste après Tannay, donc le ravito c'était à Tannay, et on monte, là je recroise des gens, j'ai un peu une discussion avec un mec qui est sur le 360 et qui me fait aussi un peu sortir de ma tête. On réentame une descente qui est très technique sur un sentier où en fait c'est des cailloux, en fait il n'y a pas de prise, c'est vraiment de la caillasse qui roule tout le temps, et là je me fais de nouveau peur. Je vois ma cheville qui repart, mais voilà, j'arrive à remettre l'autre pied, donc j'arrive à me rattraper au niveau de ça. Et j'arrive au 100e kilomètre, qui est le dernier ravito, le Grand Pré, où les filles sont déguisées, le soleil est complètement levé, la lueur du jour est là. Donc elles ont passé la nuit dehors comme moi, à attendre, à espérer que j'arrive dans les temps. Et là, c'est déjà une première libération de les voir. De me dire j'ai au moins fait 100 bornes quoi. Donc ce qui était initialement prévu c'était 102 km et là j'arrive pile à 100 km à ce ravito avec à ce moment là je pense 6600 déjà ou 6500 de dénivelé positif. J'ai pas le D- sur ma montre mais on doit être pas loin du 6008 aussi à ce moment là. Et en fait, elles sont de nouveau incroyables. Elles sont dans tout ce qu'il faut faire. Je change de fringue, je remets de la crème partout, je mange, je bois et je repars assez vite. Et en fait, il y a une sorte de happening où elles arrivent à motiver vraiment tout le ravito. Alors que par rapport à l'UTMB, l'ambiance n'est pas du tout la même. Les gens sont pas très chauds en soi. Donc voilà, il y a une ambiance qui me relance. Et je parle avec ce type de la 360 et je lui demande voilà, ça donne quoi après le sentier. Il me dit après t'as 2 km de montée, puis c'est 7 km c'est roulant et après c'est que de la descente jusqu'au Bouvray.
Et en fait, ce mensonge, je l'ai tellement entendu toute la course, dans le sens où on m'a toujours dit oui, la première moitié c'est très technique, la deuxième moitié ça va être moins technique. En fait, il n'en était rien, la deuxième moitié était presque aussi technique que la deuxième. Il n'y avait jamais de répit, jamais, en montée comme en descente. Et là, je me raccroche de nouveau à ce mensonge. Et en fait, le fait d'être resté dans le déni jusqu'au bout en me disant bah ok, il y a une possibilité que ce soit quand même plus roulant, ça m'a quand même aidé à traverser ça et à pas me plaindre en me disant de toute façon après ça va aller, après ça va d'office aller, ça sera d'office mieux, mais ça n'a jamais été mieux. Voilà, on se retrouve sur cette partie de soi-disant 7 km roulante qui en fait est un single track très étroit en zigzag, absolument exécrable dans le sens où c'est que des racines, que des cailloux, j'ai à peine de quoi poser mon bâton. Sachant qu'en plus, pendant la nuit, je me suis blessé au niveau du triceps. J'arrivais plus du tout à appuyer sur mon bâton. Donc en fait, mon bâton à gauche me servait entre guillemets de guide et de stabilité en cas de chute, mais aucunement à me pousser en montée. Parce que je savais plus du tout tendre le bras sans avoir une décharge qui remontait de mon coude jusqu'à mon épaule. Donc là, c'était pas très gai non plus, évidemment. Ça a été aussi une des composantes qui a fait que la nuit a été très difficile parce que tout commençait à se dégrader au niveau de mon état. La douleur au niveau de mes jambes, par chance, n'a jamais augmenté. Elle est restée relativement la même. J'étais très stable au niveau de la douleur. J'étais à un bon 5 sur 10 tout le long. Donc dans ma tête, tant que ça c'était aussi quelque chose que je me suis répété beaucoup, c'est tant que la douleur n'évoluait pas, tant que la douleur restait stable et constante, il n'y avait aucune raison de m'arrêter. C'est dès le moment où la douleur allait devenir beaucoup plus grande et ingérable, où là, il y aurait eu un questionnement sur la course. Donc je passe cet épisode très crasse dans les bois où il n'y a pas beaucoup d'appui et il n'y a pas beaucoup de roulant en fait, où on arrive enfin sur un grand sentier de gravel large et on entame une descente de 700 mètres de D-. Et là, en fait, j'arrive à courir, j'arrive à trottiner en descente et on arrive enfin dans le village, le Bouvray, où là, l'organisateur a trouvé ça très drôle de nous faire 1 kilomètre dans un sens et nous faire revenir dans l'autre sens et enfin arriver au port, sachant qu'on avait déjà eu une redirection, donc au final, on avait quand même déjà plus de kilomètres. Il y a même eu un passage où à un moment donné, on descend dans une rue. Dans cette rue, on va descendre un chemin de service pour prendre le métro ou le train et en fait il nous fait remonter l'escalier qui est directement juste en face pour sortir exactement dans la même rue 20 mètres après. Donc voilà, ça c'est le genre de petite blague à la fin où tu te dis l'ironie jusqu'au bout. Et j'arrive enfin à l'arrivée, j'arrive enfin sur le port et je passe la ligne et là il y a une libération de tout, délivrance, la délivrance du calvaire, la délivrance de la descente en enfer. Il y a tout qui me revient dans la gueule, il y a tout ce que j'ai subi pendant la nuit qui me remonte. Il y a la douleur qui croît parce que mon corps s'arrête, je m'assois, mon corps s'arrête, le sang ne circule plus de la même façon et les douleurs deviennent absolument atroce. Je passe à 7-8 sur 10 en 5 minutes et je fonds en larmes de nouveau. Je me rends pas bien compte, en fait je me rends pas compte encore à ce moment-là de la course. Je me rends pas compte de ce que je viens de faire et il m'a fallu un peu de temps pour m'en rendre compte parce qu'en fait à ce moment-là la douleur elle est tellement grande que mon cerveau il est juste occupé à lutter contre ça. Je bois un coup un peu pour fêter ça, mais j'en profite pas vraiment parce que j'arrive pas, je suis en gestion de la douleur. Et je discute avec les filles, elles sont heureuses, moi je suis heureux, je me dis mais si elles étaient pas là, au 13e kilomètre j'arrêtais, c'est certain. Elles ont fait toute la course, je sais que je leur ai déjà beaucoup dit, que sans elle, il n'y avait pas de finish, il n'y avait pas de finish line. Sans les messages aussi que j'ai reçus, que ce soit sur Insta, WhatsApp, etc., tout le soutien, les vidéos que mes potes ont fait. Sans ça, il n'y avait pas de finish, quoi. Il n'y avait vraiment pas de finish. Maintenant, il y a eu ce passage où
Pendant 24 heures, j'étais vraiment mal. J'ai eu de la fièvre pendant la nuit. J'ai réussi à manger, donc ça allait, mais j'ai eu de la fièvre. J'étais dans un état pas cool. Le lendemain, mes jambes étaient... mes quadriceps étaient absolument détruits. Ma cheville avait doublé de volume. J'avais du sang dans le talon. Poser tout mon poids sur ma cheville à ce moment-là, c'était pas possible. Donc je titubais énormément. Malheureusement, le lendemain, c'était aussi on partait directement de Suisse pour rentrer en Belgique. Donc il y avait 8-9 heures de trajet à se taper. J'ai réussi tant bien que mal à mettre une chaussette de compression pour justement protéger la cheville et améliorer l'afflux sanguin. Ça m'a aidé à supporter le voyage. Mais à ce moment-là, au niveau émotionnel, je suis pas encore dans la réalisation de ce qui s'est passé en fait. Et c'est vraiment une fois que je suis rentré ici qu'il y a eu un grand vide. La douleur étant redescendue à un seuil acceptable, là j'ai réalisé dans quelle merde j'avais été me mettre pendant 26 heures, presque 27 heures. Et que même si j'étais content de l'avoir fait, il y a un gros doute de moi à moi-même sur est-ce que ça valait vraiment la peine de le faire. Ça m'a pris beaucoup de temps pour y réfléchir. Je n'ai pas encore les réponses aujourd'hui. Je pense que oui, il y a une partie très positive à ça, dans le sens où je sais que là où j'ai été poussé, les limites que j'ai repoussées pour moi-même, c'est positif parce que en fait, après cette course, j'ai pas eu de moment où je me suis dit j'arrêtais. J'ai pas eu de moment où je me suis dit je ferai pas plus. Et, au contraire, je me suis dit je ferai plus, mais mieux, dans un corps en meilleur état encore. Donc ça, c'est la partie positive, où il y a eu une partie dans ma tête où je me suis dit en effet je suis capable de souffrir et je suis capable de tenir le mal. La partie plus négative, c'est est-ce que je serais capable, s'il m'arrivait pire, de dire stop et de ne pas me mettre en danger. Ça, c'est la partie difficile. Il y a d'autres choses, évidemment, qui me traversent l'esprit, qui ne sont pas positives. Mais j'essaye de vraiment trouver le positif là-dedans. Et voilà, ce qui est très positif aussi, c'est l'entourage. Me rendre compte à quel point je suis bien entouré, à quel point il y a beaucoup d'amour dans ce groupe. Il y a un soutien incommensurable. Il y a une volonté de donner sans retour. Et c'est une chance absolument unique d'avoir des gens comme ça dans ma vie. Donc ça évidemment, c'est extrêmement positif. Et c'est pas juste l'assistance sur place, c'est aussi tous les gens autour de ça, derrière, qui n'étaient pas sur place, mais qui m'ont apporté leur soutien. Je pense qu'il y a... J'en retire énormément de positif au final, même s'il y a un impact psychologique très important que je vais prendre le temps de digérer en même temps que je vais soigner évidemment les blessures physiques, comme la cheville, comme le triceps, comme beaucoup de parties de mon corps. Une chose qui est positive aussi, c'est que la prépa elle a été excellente, dans le sens où à part les quadriceps et la compensation, j'ai pas eu de courbature aux adducteurs, j'ai pas eu de courbature aux ischios, j'ai pas eu de courbature aux mollets, j'ai pas eu de douleur autre que la cheville, les quadris, le triceps. Donc le renforcement était bon, le volume était bon, c'est exactement ce que je devais faire pour pouvoir entamer ce genre de course. Au niveau des courbatures, je pense que si ma cheville avait été solide jusqu'au bout, j'aurais quand même probablement des courbatures ailleurs, dans le sens où j'aurais pu mettre du tempo plus en descente et donc j'aurais techniquement cassé plus de fibres. Là en descente, c'est vrai que j'étais relativement relax, donc relax, on se comprend sur l'allure. Nutrition extrêmement positive également. Le bilan est top, tout est génial, tout est parfait. Maintenant, il faut juste que je me repose mentalement, il faut que je prenne le break de l'hiver en ouvrant grand les bras. Je vais faire énormément de renforcement, je vais reprendre la muscu.
que j'avais délaissé pendant un bon mois. Au niveau de mon état, en ce moment, j'ai envie de courir, mais juste pour prendre l'air et profiter des rayons du soleil qu'on a encore maintenant et juste avoir un peu cette décharge mentale et puis remettre un peu ma cheville à point. J'ai envie de faire les Lumeçons quand même dans un mois, qui est une course qui me tient à cœur parce que c'est une belle ambiance, parce que c'est des gens que je connais qui organisent. Parce que c'est l'occasion de vivre aussi une course avec des potes et que c'est quelque chose qui me rapproche de mes amis. Donc voilà, j'ai envie de le faire. On verra à ce moment-là si ma cheville est d'accord avec ça. Donc ça, c'est un de mes objectifs. Et donc oui, évidemment, reprendre la musculation, reprendre un poids de forme correcte parce qu'en un mois, je suis passé de 74,5 kg à 68,2 kg. Ce qui est quand même pas génial. Donc voilà, il y a une remise en forme à faire à ce niveau-là également. Et juste profiter un petit peu du temps que je peux m'accorder, que j'ai pas pu m'accorder pendant ces 6 mois et faire fonctionner vraiment à l'envi et continuer à prendre soin de mon corps et de ma santé. Donc ça, c'est mon objectif pour les prochains mois. Je vais continuer évidemment à activer les réseaux, je vais continuer mon contenu, je vais prendre une pause au niveau du podcast parce que de toute façon j'aurai pas grand chose à rajouter sur cette fin de saison. Je vais vraiment me concentrer aussi sur l'aspect coaching et continuer les suivis d'entraînement comme je le fais depuis quelques mois maintenant. D'ailleurs, ça, si c'est quelque chose qui vous intéresse, sachez que moi, je suis toujours ouvert à des positions pour des suivis de courses et de préparation d'objectifs sportifs. Donc, si vous avez une course, un trail ou un ultra trail en préparation dans les mois à venir et que vous avez besoin d'un suivi au niveau de vos séances d'entraînement, la gestion de votre charge d'entraînement et la gestion de votre préparation spécifique pour vos objectifs, n'hésitez pas à me contacter, que ce soit sur la page Facebook ou directement en DM sur Instagram. Je vous répondrai, je vous donnerai les détails de l'offre et voir ce qui est possible de faire et si ça vous convient. Donc voilà, là ça signe la fin de cet épisode. Je tiens à remercier encore une fois tout le monde. Vous avez mis une pièce à l'édifice et que sans vous, il n'y a pas de finish. Je sais que je me répète, mais il n'y a pas de finish. Donc voilà, du plus profond de mon cœur et de mon âme et de ce qu'il en reste, merci à vous. Et c'est comme ça que je vais finir cet épisode. Donc voilà, merci d'avoir écouté. Je vous souhaite à tous énormément de succès dans vos objectifs, comme d'habitude. J'espère que vos courses de fin d'année vont bien se passer, que vous allez profiter de ce temps avec vos proches également pour vous ressourcer. Et moi, je vous dis ciao et je vous dis, en tout cas pour le podcast, je vous dis à l'année prochaine pour un calendrier qui, je l'espère, va envoyer du pâté et avec des objectifs qui vont me faire rêver et j'espère pouvoir vous faire rêver aussi. Voilà, merci beaucoup.